Alors, du coup, pour continuer sur le bégaiement, donc en tant que logopède, chercheur et étudiant en logopédie, on connaît tous l'importance de s'entendre parler. Donc pardon, c'est bon, du coup ça continue. Donc en fait, l'enfant va dans son entourage capter des modèles verbaux et donc à la suite de ça, il va pouvoir reproduire une parole et donc c'est vraiment important qu'il puisse s'écouter parler et donc il va recevoir un feedback et donc à la suite de ce feedback auditif, il va vraiment pouvoir ajuster sa parole et du coup l'apprentissage de sa parole. Donc on voit notamment des problèmes apparaître par exemple chez des personnes qui sont malentendantes. Donc ici, elles n'ont pas de retour auditif. Et donc du coup, on va vraiment avoir des difficultés en termes les aléas du direct. Alors du coup, vraiment chez les personnes qui sont malentendantes, elles n'auront pas du coup ce feedback auditif. Et donc là, on va vraiment avoir des difficultés à apparaître. Et donc vraiment en termes de précision de la parole, donc on voit vraiment l'importance du fait de s'entendre parler. Et donc il n'y a pas que les personnes malentendantes qui vont avoir des difficultés à prendre en compte ce feedback. Donc c'est notamment le cas par exemple des personnes qui bégayent. Donc elles ont une audition parfaitement normale, mais on rencontre qu'elles ont également des difficultés à prendre en compte ce feedback et donc justement adapter leurs paroles suite à ce retour auditif. Et donc on souhaitait justement vous présenter un article qui tentait justement de trouver l'origine de ces difficultés d'adaptation au niveau du feedback chez les personnes qui bégayent. Et donc les auteurs ont plutôt axé leurs hypothèses du déficit d'adaptation en termes d'apprentissage. Donc ils ont tenté d'expliquer l'apprentissage en deux composantes. Donc il y avait plutôt un apprentissage qui serait explicite. Donc ça serait vraiment le fait de s'entendre et avoir une modification consciente et volontaire en tout cas de la motricité. Donc par exemple, l'enfant s'entend parler, ou l'adulte d'ailleurs, et il ne produit pas exactement ce qu'il souhaite. Et donc là on a vraiment une modification consciente et un ajustement. Et donc ensuite un apprentissage plutôt implicite, où là du coup la personne ne se rendrait pas compte de l'adaptation et se ferait naturellement et inconsciemment. Donc pour cette recherche, les chercheurs ont inclus 24 participants, donc 24 adultes, 12 personnes qui bégayent et 12 personnes qui ne bégayent pas, donc avec différents critères d'inclusion et d'exclusion. Mais ce qui est très important de savoir, c'est que le bégaiement pour les personnes qui bégaient allait de très léger à sévère et que ce bégaiement avait été décelé avant l'âge de 8 ans. Donc ils avaient tous un bégaiement développemental persistant. Et pour tous les participants, il n'y avait aucun antécédent de troubles du langage, de la parole ou de troubles auditifs. Alors, donc, on va vous présenter surtout 3 étapes clés dans la recherche. Donc, premièrement, on va vous présenter la tâche expérimentale. Ensuite, il y a eu une mesure pour savoir si, du coup, la modification de la parole avait été consciente ou non. Et ensuite, les auteurs ont mesuré des paramètres plus précis et objectifs de la parole. Donc pour commencer, au niveau de la tâche expérimentale, chaque participant était équipé d'un casque et d'un micro et il avait face à lui un écran. Et donc sur cet écran pouvait apparaître soit le mot bed, soit le mot pet, parce que c'est une étude qui a été réalisée aux États-Unis, donc en anglais. Et donc le participant lisait le mot à voix haute et il avait le retour auditif dans son casque. La particularité, c'est que ce feedback auditif, il était parfois modifié. Donc, la tâche se déroulait en 3 phases. La première phase ainsi que la dernière phase, elles étaient identiques, c'est-à-dire que le participant lisait le mot et tout simplement, il s'entendait dans son casque et donc chaque mot était fait 10 fois. Mais la phase vraiment importante de la recherche, c'était la phase de perturbation. Et en fait, dans cette phase, le participant ne recevait pas exactement dans son casque ce qu'il avait produit, mais une modification de ce feedback. Et là, la phase était plus longue, c'était 60 fois chaque mot, mais soit. Alors, comment est-ce que cette modification était faite? Donc d'abord, il faut savoir
je pense que beaucoup le savent, mais on va le rappeler quand même, que les voyelles se caractérisent notamment par les formants, donc c'est des petites caractéristiques acoustiques. Et donc la voyelle est, donc il s'intéresse à la voyelle est, elle se situe entre le A et le I. Et donc expérimentalement, ce que faisaient les chercheurs, c'est que dans le feedback, progressivement, ils vont augmenter le premier formant de la voyelle, de sorte à ce que le « est » sonne en fait dans le casque du participant vers un « a », donc en augmentant. Et donc ce qu'on s'attend à voir, c'est que les participants vont du coup adapter leur production en diminuant ce premier formant, et donc on s'attend à ce que la prononciation de la voyelle sonne plutôt comme un « i ». Donc, lors de cette étude, les chercheurs sont intéressés à un nouveau paradigme, donc celui de la stratégie explicite. Donc, pour cela, ils ont mis en place une échelle visuelle. Donc, comme vous pouvez la voir ici, ils avaient face à eux cet écran. Donc, lorsque le participant ne pensait pas avoir modifié volontairement sa production vocale suite au feedback auditif modifié, il pouvait laisser le curseur au milieu. S'il pensait avoir prononcé le mot bed plutôt comme bid, il pouvait le déplacer vers la gauche. Et s'il pensait avoir plutôt prononcé bed comme bad, il pouvait le déplacer vers la droite. Ensuite, pour évaluer la stratégie implicite, les chercheurs ont enregistré les productions vocales des participants. Ils ont donc fait des mesures objectives et des analyses à l'aide du logiciel Pratt. Donc, ils ont analysé la fréquence du premier formant et ont donc pu voir s'il y avait une adaptation ou non suite au feedback auditif qui était modifié. En ce qui concerne les résultats, donc ici pour l'adaptation auditivo-motrice, donc on a le graphe ici qui vous présente la fréquence du premier formant, donc c'est plutôt la diminution en fait. Donc en orange on a les personnes qui bégayent et en noir les personnes qui ne bégayent pas. Donc ici on peut voir qu'il y a une modification pour les deux groupes et que celle-ci est plus forte chez les personnes qui ne bégayent pas. Donc en fait ça confirme que l'adaptation est plus faible chez les personnes qui bégayent que chez les personnes qui ne bégayent pas. En ce qui concerne la stratégie explicite, donc le graphe ici est assez simple. Donc en fait, les chercheurs ont trouvé que, en général, les participants n'ont pas modifié la place du curseur, donc c'est-à-dire qu'ils ne pensaient pas avoir volontairement modifié leur production vocale suite au feedback auditif qui était modifié. Donc ici, s'il faut retenir quelque chose de l'étude, donc c'était vraiment, les chercheurs ont essayé de dissocier la composante explicite et implicite de la parole. Et donc, comme les études précédentes, ces chercheurs ont de nouveau montré que les personnes qui bégayaient s'adaptaient moins au feedback. Donc, il y avait l'étendue d'adaptation qui était moins importante. Donc, ça venait limiter l'apprentissage moteur de la parole. Et donc ensuite, qu'il pouvait y avoir une différence entre les personnes qui bégaient et les personnes qui ne bégaient pas en termes d'apprentissage implicite. Donc ici, ça montre une nouvelle fois qu'il n'y a pas d'apprentissage explicite dans la parole, mais que donc c'était bien au niveau implicite que ça se passait les différences. Donc il faut toutefois faire attention parce qu'il y a quand même une grande hétérogénéité dans la population des personnes qui bégayent. Donc on ne peut pas dire que toutes les personnes qui bégayent ont un déficit d'apprentissage implicite. Et donc c'est une étude qui a été réalisée exclusivement avec des adultes. Donc on ne peut pas non plus généraliser ces résultats, en tout cas aux enfants. Donc il faudrait peut-être approfondir au niveau d'ici. Et donc peut-être que par la suite, il faudrait quand même creuser un petit peu l'origine du bégaiement dans ces difficultés d'adaptation, et donc où est-ce qu'elles se trouvent exactement, et donc pour consolider les hypothèses en tout cas, et donc préciser en tout cas d'où vient ce déficit d'adaptation chez les personnes qui bégaient.